Juste quelques petits mots avant que nous débutions. Alors, je vous remercie d'être là. Juste, l'UPTC organise ses conférences. Elle ne vit que des adhésions. Oui, je le dis à chaque fois, mais on a besoin d'avoir des adhérents, même si les conférences sont gratuites et peuvent à la disposition de tout le monde. On a besoin d'avoir un maximum d'adhérents, ne serait-ce que quand on donne des chiffres, quand on demande des subventions, ça fait beaucoup plus sérieux quand on a plusieurs dizaines d'adhérents que quand on en a que 3. Bon, on en a plus de 3, hein, je vous dis tout de suite. Mais donc, si vous venez assez régulièrement à l'UPTC, adhérer à l'UPTC, ça coûte 10 €. Hein. C'est pas la... Voilà, la trésorière est au fond. Deuxième chose à dire, c'est que notre bibliothèque, qui est au fond, vous verrez la porte est ouverte, est toujours en construction, parce qu'on a été obligé de refaire tellement nous avions de livres. On peut espérer que, je dirais, pour la rentrée septembre, ça sera terminé, mais ça demande beaucoup de travail. Et puis vous dire, alors que la prochaine conférence, prochaine intervention du PTC aura lieu le vendredi 26 mai, mais ce ne sera pas ici, ce sera au Clap Ciné. Ça sera avec le journaliste spécialiste du Moyen-Orient, Dominique Vidal, et ça se fera après la projection du film La Nakba, la preuve par Tantura, qui raconte l'histoire d'un village qui a été totalement massacré au moment de la Nakba, ce que les Palestiniens appellent la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe. 48, c'est ça, voilà. Ensuite, le mercredi 14 juin, nous aurons un philosophe qui va venir nous parler de Gramsci, Jean Quétier, viendra nous parler de Gramsci aujourd'hui. Le 23 juin, le vendredi 23 juin, oui, parce que Jean Quétier, ce sera exceptionnellement un mercredi, hein, parce qu'il est enseignant et qu'il travaille en Alsace et il ne peut pas être là le vendredi. Voilà. Le vendredi 23 juin, ce sera Michel Bénizri qui viendra, alors là aussi, ce sera au Clap Ciné, et il viendra nous faire une conférence gesticulée qui s'appelle « Moi, Français, Juif, Arabe, comment j'ai démissionné du sionisme ». Voilà. Bon, moi je l'ai lu, très intéressant, avec beaucoup d'humour et tout, mais voilà, c'est pas mal. Et puis le samedi 1er juillet, Nicole Gaspon, ici présent, animera une table ronde avec un certain nombre d'auteurs. Donc il y aura Roger Hillet, qui vient qui était un livre, je me souviens plus du titre, mais... Tout ça pour ça, c'est ça. Oui, Jean Bartoli. Oui, tout ça pour ça. Il raconte son C'était un joli nom, camarade. Voilà, oui, ça je sais. Ouais. Bartoli, c'était un joli nom, camarade, c'est un polar, mais très politique aussi. Roger Hillet, c'est ses souvenirs militants avec son analyse. Hein, voilà. Philippe Styrien, qui viendra nous parler, qui a écrit aussi un polar. Alors j'ai encore les noms. Voilà, Katia Chezvatka, qui est déjà venue ici à Noël, hein, et qui a écrit un livre sur l'Espagne. Et puis la retirade, et puis il y a, je ne sais plus son nom. Mais enfin, il y aura cinq acteurs, un journaliste. Il y aura aussi des camps de réfugiés de la Voilà. Tout ça, ça sera donc à la fête du travailleur catalan, vers Argelès, là-bas, le samedi 1er juillet. Et puis nous reprendrons en septembre, mais là c'est loin, avec le sociologue du travail, Daniel Linard, qui viendra nous parler du travail et de l'emploi aujourd'hui, qui est connu. Au mois d'octobre, Gilles Rouby viendra parler d'un phénomène qui se passe aujourd'hui, qui est la marchandisation des associations, avec l'entrée de salariés de plus en plus dans les associations, et comment c'est une stratégie, à mon avis, de l'État pour transférer un certain nombre de choses, et comment ça peut, y compris perturber, je dirais, le fonctionnement des associations. On en a quelques exemples locaux d'ailleurs. Et puis, au mois de novembre, 24 novembre, Michel Cadet viendra nous parler de son dernier ouvrage, Bonnet et Chapeau, la Révolution en Roussillon. Voilà. Et là, on sera, après, ça sera, eh bien, la livrée de Noël, mais pour l'instant, c'est pas encore fixé. Et puis après, alors là, je ne vous donne pas le détail, mais il y aura Denis Durand qui viendra nous parler de la tête, Chantal Marchand qui viendra nous parler du parti du cinéma, en projetant d'ailleurs le film Le Parti du cinéma, l'utilisation du cinéma par c'est le Parti communiste le premier qui l'a fait et comment il l'a fait. André Robert qui viendra nous parler de poésie et peinture, etc., etc. Voilà. Mais je ne vais pas être plus long. Hein, Ils nous reviennent de présenter notre duo d'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'à l'UPTC, à l'UPTC, c'est pas
tous les jours qu'on a deux intervenants. Ça s'était produit qu'une fois, je crois. Donc, on est ravis d'accueillir parmi nous Yves-Patrick Collenot et Hervé Blanchard. Alors, Yves-Patrick Collenot est chercheur en didactique de l'économie, le thème de la conférence. Et bon, nous sommes longuement côtoyés dans un lycée proche de la gare, ainsi que René et d'autres parmi nous. Et Hervé Blanchard, qui est maître de conférence en sciences économiques à l'université de Perpignan, qui est l'auteur, alors là, il faut que je lise, avec Stéphanie Moulet et Philippe Mosset, de Santé et organisation du travail, constats, acteurs, normes et actions, et avec Eliane Le Dantec, qui est venue ici d'ailleurs faire une conférence, de la vieillesse des uns et le travail des autres, en fait dans l'actualité, les enjeux contemporains d'une rencontre séculaire et de l'apprentissage. Alors, ils vont nous parler de l'enseignement des sciences économiques. Alors, l'économie, ben, je pense que c'est quand même une donnée de base, de clé pour comprendre le monde actuel, pour comprendre la société. Donc, forcément, c'est un terrain de lutte idéologique. Et les enjeux politiques ne manquent pas. Comment l'économie est enseignée à nos enfants dans les lycées, depuis le temps que c'est devenu une matière obligatoire, ben c'est pas très longtemps, il y a relativement moins longtemps. Donc je pense que Hervé et Patrick Yves vont nous dévoiler un peu les dessous de ce qu'il y a derrière l'enseignement officiel, entre guillemets, de l'économie, et je pense que ça nourrira fortement notre discussion. Alors, ils sont deux dans des disciplines proches, mais peut-être pas totalement identiques. Je suppose qu'ils ont une convergence de vues et qu'ils se compléteront admirablement. Voilà, merci. La question est née du fait que nous travaillons ensemble, nous faisons de la recherche ensemble depuis une grosse vingtaine d'années. Nous avons commencé à faire de la recherche ensemble dans le cadre d'un centre de recherche de l'université, un centre de recherche pluridisciplinaire, qui était dirigé à l'époque par Henri Solence, d'où la présence du livre qui est là-bas sur la table, puisque c'est un livre qui justement reprend des travaux des différentes personnes impliquées dans ce centre de recherche. Voilà, et depuis l'aventure continue, par là. Il continue. Alors, d'abord, un plaisir d'être là ce soir et de vous rencontrer pour discuter. Alors, vous l'avez entendu, hein, nous, on a mis l'économie dans le titre, mais Nicole préfère parler de la science économique. On verra si c'est la science économique ou l'économie dont nous allons parler. Hein. Bon, c'est un plaisir parce que, comme le disait Yves, ça fait longtemps qu'on travaille sur ce sujet. Et on nous avait demandé, il serait bien que vous nous donniez quelques références, l'ouvrage qu'on pourrait mettre sur la table. Et la réponse c'est, on n'en avait pas. On n'en avait pas, pourquoi? Parce que, aussi surprenant que ça puisse paraître, la réflexion sur l'enseignement de l'économie n'est pas portée par les économistes. Hein, je vais vous donner une anecdote, j'étais dans un temps... Alors, je ne peux pas dire plus jeune parce que Roger croit que je suis toujours très jeune, il m'a connu, j'étais gros comme ça. J'étais au Conseil national des universités, qui est l'instance qui qualifie les gens pour les fonctions d'enseignants à l'université. Et est arrivé le dossier d'une collègue qui travaillait sur l'enseignement de l'économie. Et la section économique, les grands professeurs et autres, avaient jugé que ce dossier n'était pas dans la discipline de l'économie. Et donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, la question de l'enseignement de l'économie fait l'objet de pratiquement aucune publication au niveau des économistes. Comme si les économistes ne réfléchissaient pas eux-mêmes sur la discipline qu'ils enseignaient. Alors nous, évidemment, on va essayer de prendre le parti inverse et essayer de vous montrer que discuter de l'enseignement de l'économie, c'est non seulement important pour réfléchir ensemble à ce qui est enseigné aux jeunes, mais vous allez voir, plus important que ça, pour réfléchir aussi ensemble, c'est qu'est-ce qu'on leur met dans la tête et qu'est-ce qu'on les amène à penser. Mais ça, on vous le garde un peu pour la fin. Or, pourquoi, parce que ça peut vous interroger, pourquoi, pardon,
prendre des notes alors. Pourquoi une réflexion sur les programmes? Mais peut-être Yves, dis-nous, c'est quoi un programme? Alors c'est une particularité française, même si elle est partagée par d'autres pays. En France, les programmes scolaires, je parle bien des programmes scolaires, c'est-à-dire qu'à partir du bac, ça n'existe plus, à l'université il n'y a plus de programme, mais les programmes scolaires sont des textes officiels qui sont donc élaborés sous la responsabilité de l'État. Ça se traduit notamment par le fait que lorsqu'un programme est jugé publiable, il est publié d'abord au journal officiel de la République française. Ce n'est que 2 ou 3 jours plus tard qu'il paraît dans ce que l'on appelle le bulletin officiel de l'éducation nationale, autrement dit quelque chose d'interne, mais il va donc paraître d'abord avec les décrets, les lois, etc., parce qu'il a force de loi. C'est propre à la France. Par exemple, aux États-Unis, c'est une autre façon de travailler. Au Royaume-Uni, de même. Ça tient à la conception historique de l'enseignement en France, qui est une conception très centralisée, mais ça tient aussi au fait que le programme dit comment l'État entend que l'on forme, que l'on éduque les futures citoyennes et citoyens. Comment l'État considère que l'on doit parler de la société. Donc, ce qui s'enseigne au lycée, c'est une certaine façon de parler de la société. D'où, déjà, une première raison pour que ce soit un enjeu politique. Voilà. Alors, à l'occasion, je donnerai des éléments un peu plus précis, parce que j'ai eu pendant 3 ou 4 ans la charge d'être parmi le groupe, d'être dans le groupe qui élaborait à l'époque les programmes. Alors, on s'entend à enseigner les collègues qui sont dans les lycées, mais ça ne dit rien sur, évidemment, la manière dont ils peuvent faire et s'approprier les programmes. Nous, on fait une analyse des programmes, même si on a quelques éléments, puisqu'on a mené il y a quelques années une enquête auprès des collègues qui enseignaient l'économie dans les lycées pour un certain nombre de choses, mais là, on va se consacrer essentiellement à la fois sur les programmes, et puis sur qu'est-ce que ça peut produire comme effet pour les élèves, et quel effet ça produit aussi en effet comme regard sur la société. Puis alors, on ne va pas tout regarder, on va regarder l'économie dans les sciences économiques et sociales. Parce que donc on a ici le cas particulier de cette discipline, la discipline qui est enseignée au lycée depuis 55 ans environ, est une discipline qui se nourrit de contenu académique, de savoir académique emprunté à 2 voire 3 disciplines académiques. L'économie, que certains appellent sciences économiques, la sociologie et la science politique. Principalement, c'est l'économie et la sociologie. Donc, nous, d'abord parce que nous sommes économistes et donc j'oublie. Comme je pourrais appuyer. Non, ne vous inquiétez pas, c'est gesticulé. Non, de toute façon, peut-être pas après. L'économie n'est qu'une des 2 disciplines académiques principales à être utilisées dans cet enseignement des sciences économiques et sociales. On aura l'occasion de revenir aussi sur quelques détails concernant la part respective des 2 dans les programmes. Mais voilà, donc on s'intéresse en tant qu'économiste à la façon dont l'économie est enseignée dans le cadre de cette discipline depuis 1967. Voilà. Alors, rapidement, pour vous dire comment on va fonctionner, on s'était posé d'habitude, quand on intervient, on donne assez la parole à la salle, mais on s'est dit ici, surtout pas leur donner la parole. N'étant pas sûr de la récupérer. On prend la parole, on la garde, et on verra à la fin si on discute. C'est pas un vieux sage comme nous. Donc, on va fonctionner de la manière suivante. D'abord, on va essayer avec vous, pour qu'on ait une base commune, de vous montrer comment le programme, ou les programmes, se sont transformés depuis l'origine à aujourd'hui. Et vous montrer déjà à travers ça qu'il y a une certaine orientation dans la manière dont est enseignée l'économie,
qui n'est pas négligeable et qui donnera raison à Nicole sur la science économique. Puis après, rapidement, on reviendra sur qu'est-ce qui pourrait justifier cette évolution des programmes, parce qu'il y a peut-être des éléments qui peuvent justifier que les programmes se transforment. Et enfin, dans un deuxième temps, sur les deux derniers points, on viendra sur les programmes actuels. Hein. Alors, on ne va pas tout faire, tous les programmes, on a juste choisi deux exemples qui vont nous permettre d'illustrer la transformation des programmes et comment aujourd'hui on est amené, ou on est censé être amené à penser ou enseigner l'économie. Et on conclura rapidement sur quelles leçons il nous semble important d'en tirer collectivement de cette évolution et des exemples que l'on peut faire. Alors rapidement, donc, tout d'abord, mon partenaire est occupé. Je te remercie. Voilà. Le premier programme date en effet, la discipline a été créée en 1967-68 et le programme s'appelait Croissance et développement. Yves a eu l'occasion d'enseigner croissance et développement, non? Moi, j'étais pas né, Roger, tu t'en doutes. Puis, il y a eu une première transformation des programmes en terminale, pour le programme de terminale, en 1982. Notez la période. Pendant longtemps, le programme n'a pas évolué. Pendant longtemps, le programme n'a pas évolué. Un quart de siècle. Et un quart de siècle, en effet. Et le programme s'est transformé en 92 pour s'appeler donc l'évolution économique et sociale, croissance, développement et déséquilibre. On note déjà que les thématiques apparaissent à peu près identiques. Quand même, il y a un mot qui apparaît, c'est déséquilibre. Qui est un mot, et vous verrez, dans les concepts qu'on va présenter plus tard, cette notion de déséquilibre peut réapparaître. Puis, 98, alors vous voyez, ça va beaucoup plus vite là. À nouveau, un changement de titre. Et enfin, la dernière grande réforme, et c'est là où Nicole a raison, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, ça s'appelle sciences économiques. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà au niveau du titre, l'évolution, on était sur croissance, développement, sur des thématiques, et d'un seul coup, on passe sur autre chose, sur une discipline, la science économique, avec ses prix Nobel, une véritable science. Alors, il y a un truc qui se cache derrière. Donc, comme l'a dit Nicole, on va révéler, pas montrer ce qu'il y a dessous, parce qu'on n'ose plus maintenant, mais on va dire, donc, en l'occurrence, en 2012, il y a un changement majeur dans la construction même des programmes, alors que jusqu'en 2012, l'économie et la sociologie étaient utilisées en fonction des thèmes. Par exemple, si on avait à étudier l'emploi, eh bien, on allait chercher des éléments en économie, des éléments en sociologie, pour faire un chapitre, ou deux, ou trois, sur le thème de l'emploi. Ce que signifie cette nouvelle case, c'est qu'à partir de 2012, il y a désormais une partie du programme intitulée Sciences économiques, où donc il n'est plus question d'aller chercher autre chose que dans l'économie, une partie sociologie avec la même chose, là c'est sociologue, rien d'autre, et simplement à la fin, ce qui entre autres signifie, quand on arrive à monter le programme, à la fin il y a ce que l'on appelle des regards croisés entre économie et sociologie, avec un ou deux thèmes qui sont... Et il y a parfois des thèmes comme ça qui vont se retrouver uniquement traités sous forme de regards croisés, donc quelque part en avril. Et bon, bref, il y aurait des choses à dire, mais on s'arrête là. Toujours pour essayer de caractériser l'évolution des programmes. D'abord celui de seconde. Alors là, on n'a pas fait pour chaque fois, on n'a fait que 67 et aujourd'hui. Donc le programme de 67-68, le programme est plus simple, les hommes, les besoins, les activités. Alors pour compléter ce que je veux, pour illustrer ce que je viens de dire juste avant, par exemple, quand il est question des hommes, eh bien, on va aussi bien parler, par exemple, du travail, que parler de démographie. On va emprunter
des éléments de connaissance à différentes disciplines scientifiques ou académiques, comme vous dites. Aujourd'hui, bien, le programme il nous dit ben voilà, comment les économistes et sociologues et autres séparés raisonnent-ils et travaillent-ils. Et puis après, on passe directement à deux autres thématiques complètement différentes. Comment on crée des richesses et surtout, comment se forment les prix sur un marché. Il faut apprendre l'essentiel dès le départ. Comment se forment les prix sur un marché. Mais on vous fera un prix de marché tout à l'heure. Et vous noterez au passage que l'on parle comme ça. Les économistes, autrement dit, toi et moi et tous les autres, comment nous parlons. Il y a une façon de parler, c'est forcément la meilleure. La meilleure façon de parler, c'est encore la leur. Si on prend le programme de première, donc en 67, ça tournait autour de la vie économique et sociale, une nouvelle fois, mélangée de la nation. De la nation. Pour aujourd'hui, nous dire comment un marché, comment les marchés fonctionnent, sont-ils parfaits, imparfaits, concurrentiels, et je ne sais pas quoi. Vous voyez bien, alors il y a quand même quelque chose aussi, on y reviendra sur comment les agences financent et la monnaie, mais c'est un exemple qu'on utilisera, donc on ira là. Mais vous voyez bien quand même qu'il y a une transformation profonde de ce qui est demandé à être enseigné au lycée. Si on fait la terminale, on avait la thématique, on l'a vu tout à l'heure, croissance et développement, et aujourd'hui, la thématique de la science économique. Alors là, il y a une petite coquille qu'on a oublié de corriger, honte à nous, c'est l'internationalisation. Donc, premier temps, on avait dit, ce qui nous intéressait, c'était de caractériser la transformation des programmes. Et on voit bien qu'entre 1967 et aujourd'hui, ce qui est demandé à être enseigné est radicalement différent. Perspective qui est demandée est plus du tout la même. Alors Yves, comment on explique ça? Ben voilà. On peut se poser d'abord une question. Est-ce que c'est tout simplement l'objet étudié qui a changé? Ça pourrait être ça. Des choses tellement nouvelles que, bien sûr, on ne peut plus on doit parler autrement, parler d'autre chose. On a du mal à vous le prouver. Alors qu'on est des garçons de bonne volonté. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on donnera des exemples tout à l'heure, parce que ça sera assez probant. C'est vrai qu'a priori, l'objet de l'économie et des économistes ne devrait pas trop avoir changé. Je rappelle juste une chose, l'économie est une science sociale, s'intéresse à la société, donc a priori son objet n'a pas beaucoup changé. Même si on veut être œcuménique, bon, et que par exemple on accepte de ne pas parler de société capitaliste, imaginons, on fait cet effort, on dit non, on ne va pas poser comme ça, disons qu'on vit dans une économie de marché, disons comme ça. Ben, ça date pas des années 2012. On est d'accord. Donc ça ne peut pas être ça. Alors, peut-être que c'est l'actualité qui a changé. Alors parfois, ça joue. Effectivement, tout à l'heure, quand on a introduit le programme de classe terminale en 1992, parler de déséquilibre, c'était quelque chose qui venait s'inscrire dans une idée de crise. Il y avait cette idée qu'on était dans une crise, et donc c'était une façon de parler de la crise que de dire on va étudier les déséquilibres. Bon. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. De même, à un moment donné, du temps où il n'y avait pas cette séparation économie-sociologie, on a introduit le thème de l'exclusion. Alors c'est pareil, ça, il y a eu un moment où on a parlé en ces termes. Mais on ne peut avoir que des bouts de programme comme ça qui renvoient à un changement de l'actualité. Globalement, c'est pas ça qui est en. Oui, ça ne change pas le cœur de la discipline, l'actualité. C'est
peut mettre en exergue certains éléments qui nous paraissent plus saillants aujourd'hui, une réforme des retraites en passant, quelque chose comme ça, mais ça ne change pas le fond de la discipline. Alors, est-ce qu'il y a de vieilles théories qui fonctionnent plus? Alors ça c'est une question difficile. Les sciences économiques, pour parler moderne, sont nées il y a 250 ans. Bon. C'est une différence peut-être avec d'autres sciences. On peut admettre, avec des réserves, on peut admettre que par exemple, en physique, au hasard, ou en chimie, au hasard, eh bien, il y ait ce qu'on appelle un processus cumulatif et qu'il y ait effectivement, à un certain moment de l'histoire, on puisse dire que certaines théories sont dépassées par d'autres. Le problème dans les sciences sociales tient peut-être à l'objet même. Je dis peut-être parce que je ne vais pas faire de l'épistémologie pendant toute la soirée, mais le problème avec les sciences sociales tient sans doute à l'objet même. La société en tant qu'objet, les rapports sociaux, est un objet hautement inflammable. Dès qu'il y a des moyens d'amplifier le son, vous imaginez ce que ça peut donner. Donc, un objet hautement inflammable, ça donne que, eh bien, même s'il y a effectivement des éléments théoriques qui ont pu être dépassés, globalement, tu me diras, mais Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo ont encore leur actualisé. Oui, mais surtout ce qu'on peut dire, c'est que on n'a pas de test ultime pour dire quelle serait la bonne et mauvaise théorie. On va prendre un exemple simple qui va vous parler. D'aucuns se sont dit, après la crise de 1929, oh, le libéralisme c'est fini. Jamais ça ne reviendrait aujourd'hui. Ou peut-être que, au contraire, certains vont dire oui, mais les circonstances ont changé, il y a d'autres éléments de sorte que. Et voyez bien, on peut prendre un autre exemple, la réforme sur les emplois, sur les 35 heures. Est-ce que ça a aggravé ou pas? Bon, mais les études économiques, elles vont entre ça a eu aucun effet sur l'emploi ou plus 400 000 créations. Alors, et évidemment, parce que dégager, mesurer, alors ça c'est le fantasme de certains, de pouvoir mesurer précisément l'économie et autres, bon, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas de manière si évidente que ça. Prenons un exemple qu'on connaît tous ici, le produit intérieur brut. Bon, à combien d'euros près on le donne? Eh bien, vous savez quoi? On n'introduit même pas une marge d'erreur. Tellement on est précis en économie, ça devrait faire plaisir. Tellement on est précis en économie, on donne le PIB à l'euro près, sans marge d'erreur. Je rappelle que si on se trompe de 10%, ça fait quand même des centaines de milliards à l'arrivée. Hein. Donc, vous voyez, c'est une discipline pour ça qui est un petit peu étonnante. Hein. On utilise des grandeurs, alors qu'on sait qu'elles sont... C'est des ordres de grandeur, mais on les utilise comme si elles étaient des données. Donc on sait très bien que décider quelles sont les théories qui seraient bonnes, fausses et autres, ben ça c'est quelque chose à voir. De sorte que ça produit un effet étonnant. Hein. En économie, on enseigne toutes les théories. On est censé toutes les enseigner parce qu'il n'y en a pas une qui, a priori, l'emporterait sur les autres. Voilà, on peut dire, pour compléter, que on peut juger de la pertinence d'une théorie sur un objet donné en fonction des conclusions auxquelles elle aboutit et éventuellement chercher à leur donner une validation empirique. On peut y arriver, comme parfois on est obligé d'attendre pour arriver à une telle validation. Donc, en attendant, eh bien, il faut admettre que les différentes théories mobilisables, parce que évidemment, toutes les théories ne sont pas mobilisables sur chaque thème, mais sur un thème donné, il existe effectivement une diversité de conceptions mobilisables et donc, en tout cas, notre point de vue,
c'est qu'elles sont toutes valides et qu'il faut donc effectivement les prendre toutes en compte. Seulement, ce n'est pas forcément la façon vue par tout le monde. On en reparle. Exactement. Alors, dernier élément qui peut expliquer, alors ça c'est plutôt le côté professionnel des économistes, c'est on appartient à une communauté et donc on peut vouloir s'inscrire dans sa communauté. Alors je disais tout à l'heure, j'évoquais le Conseil national des universités. Comment vous le dire à vous? À supposer que vous fassiez une thèse marxiste, on ne sait jamais. La probabilité en économie ne sera peut-être pas tout à fait la même que si vous choisissez une autre théorie. Peut-être. De sorte que, voilà, pour des raisons de carrière et autres, on peut assez facilement imaginer que certains choisissent quelque chose qui s'inscrit dans ce qui peut apparaître comme étant la pensée, on va dire, dominante et haute par facilité. Et puis, aussi parce que ça fonctionne comme ça, et on y reviendra, à un moment donné du temps, il y a peut-être des idées qui sont plus dans l'air que d'autres, et que c'est ces idées qui l'emportent un petit peu sur tout le monde. Mais nous le verrons. Donc vous voyez, quand on y réfléchit froidement, est-ce qu'il y a des raisons fondamentales pour que le programme évolue en économie? La réponse n'est pas si évidente que ça. Il n'y a pas de raison objective indispensable qui dirait oui, il faut transformer le programme. Non. C'est gesticulé de tous les côtés. On se croirait chez Frino. Transformer. On va chercher la solution. Allez, Chercher l'explication. allez. Maintenant, comme je vous ai dit, dans un deuxième temps, parce que c'est ça qui va nous intéresser plus, essayons d'illustrer à travers deux exemples qu'est-ce qui est enseigné, ou qu'est-ce qui est demandé à être enseigné. Alors, je complète ce que nous avons dit tout à l'heure. Les programmes, mais aussi, nous allons utiliser les manuels et ce qu'on appelle aujourd'hui les fiches d'accompagnement qui sont publiées par le ministère afin de faciliter le travail des enseignants quand ils ont besoin de faire la cour. Au début, c'était effectivement compris comme des fiches d'accompagnement. Quand je dis au début, c'était il y a 20 ans, et c'était l'époque où j'étais au groupe d'experts chargé de l'élaboration des programmes. On avait effectivement élaboré une fiche d'accompagnement sur le thème de l'emploi. La question devient, est-ce qu'aujourd'hui il s'agit simplement d'accompagnement ou est-ce que c'est un peu plus, comment dirais-je, comment on disait autrement ? Directif. Ah, c'est un mot que j'avais oublié. Bah, c'est une question. Mais en tout cas, donc on va s'appuyer non seulement sur ce que disent les programmes, mais aussi ce qu'on trouve dans les manuels qui traitent des programmes et dans les fiches d'accompagnement qui, etc. Donc voilà, donc il y a la discipline, l'économie. De là émerge, comme le rappelait Yves, un groupe qui élabore un programme et qui se décline, parce que ce programme, il se veut quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Alors, pour expliciter ce qu'on veut dire par référence à un système de valeurs, je vais utiliser un exemple pris en dehors de la partie économique, en m'appuyant sur le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que jusqu'à une dizaine d'années en arrière, les sciences économiques et sociales ne faisaient pas dans leur programme la séparation entre ce qui était sociologique et ce qui était économique. Mais vous allez voir ce qui commence à pointer son nez quand on fait référence au système de valeurs et quand on cherche à expliquer l'évolution des programmes. Dans les années 80, j'ai vu apparaître, je dis je parce que j'ai fait une recherche là-dessus, un truc curieux sur le thème des inégalités. Parce que qui dit inégalité, dit égalité, forcément. Si on veut parler des inégalités, il faut d'abord définir ce qu'on entend par l'égalité. Eh bien, on voit apparaître dans les lexiques à la fin des manuels, dans les dictionnaires économiques et sociaux pour les élèves, pour les profs, on voit apparaître deux termes qui n'avaient jusque-là pas été utilisés. On voit apparaître l'expression égalitarisme. Alors, égalitarisme, là déjà... quand on parle comme ça... Bon, ça fait tâche, quoi. Et puis, égalité, oui d'accord, égalité. Égalité des chances.
Comme c'est étrange. Donc, ce que ça nous fait, ce à quoi ça nous fait penser, c'est donc quelque chose qu'on avait, sur lequel on travaillait avec Henri Sonos. Donc, c'est l'idée que, à l'intérieur du système de valeurs de la société, appelons-la, comme dirait Voltaire, appelons un chat, eh bien, la société capitaliste met toujours en avant la liberté et l'égalité. Voilà deux valeurs qui sont toujours mises en avant. Seulement, il y a des fois, l'une prend un peu le pas sur l'autre. Et cette petite variation là, avec égalité, oui, mais alors parlez-nous seulement d'égalité des chances, parce que sinon c'est de l'égalitarisme. Eh bien, c'est un indice d'un certain recul dans le système de valeurs, de la valeur égalité. En revanche, la valeur liberté, elle, se porte mieux. Alors évidemment aussi, comme on le disait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'un programme? C'est bien comment la société, et vous allez voir, hein, aime à se raconter. Ça veut bien qu'on va vous raconter deux jolies histoires. Très belles histoires. Hein. Et ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose que Durkheim, par exemple, sociologue, un des fondateurs de la sociologie, hein, à la fin du XIXe siècle, Durkheim, qui a commencé d'ailleurs par s'intéresser à ce qu'on n'appelait pas encore les sciences de l'éducation, hein, ben Durkheim lui dit, voilà, ce que fait l'école, c'est offrir une image idéalisée de la société. Enfin, idéalisée, on va voir. Hein. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle est idéale, voilà. Bien d'accord, hein, ça va produire un effet. Mais il y a deux choses hein, qu'on peut dire, parce que c'est important sur l'histoire, la société m'a raconté l'histoire avec un système des valeurs, c'est que l'école produit un effet. Elle produit un effet d'institutionnalisation. C'est un savoir qui devient un savoir de référence, reconnu, et pour les élèves, il est très difficile d'aller leur expliquer que ce qu'on leur enseigne n'est pas en réalité pourrait être vu autrement. Hein, donc il y a un effet sur le long terme, on y reviendra, dans ce que produit lorsqu'on aime à se raconter. C'est pas simplement une histoire qu'on raconte. Hein. Vous savez, c'est comme les contes qu'on nous apprend quand on est petit. Juste une incise. Quand on nous a appris pendant des années la cigale et la fourmi, on vous a expliqué qu'il fallait travailler longtemps pour avoir un hiver pas trop difficile. Vous l'aviez compris quand même. Donc, réchauffement climatique. Donc c'est juste à rappeler, on croit toujours hein, que les histoires, les choses comme ça racontées, non, il y a une morale derrière, il y a un système de valeurs, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer à travers deux exemples, que c'est pas anodin non plus, les histoires qui sont racontées sur ce que ça produit comme effet, à la fois pour la compréhension des élèves, mais aussi pour le regard qu'ils vont eux-mêmes porter sur le monde dans lequel nous vivons. Mais allons aux exemples. Alors on va fonctionner avec deux exemples. Hein. Le premier exemple, c'est un exemple tiré d'un manuel. Le deuxième, c'est les fiches qu'évoquait Yves, hein, des recommandations de ce qu'il faudrait enseigner ou comment on pourrait l'enseigner. Alors on s'est dit quand même qu'on n'allait pas vous le faire de manière trop violente, on aurait pu vous projeter directement le schéma, mais on s'est dit que peut-être un peu de pédagogie. On commence par un schéma, après on fera un exercice plus difficile avec des courbes. Alors on monte. Alors, c'est juste pour vous présenter le schéma qui est tiré hein, du manuel Bordas 2000. Un schéma de synthèse. Un schéma de synthèse. Il nous est dit, voilà, il y a deux types d'agents économiques. Ceux qui sont à capacité de financement, ceux qui sont à besoin de financement. Capacité de financement, ils ont des pépettes. Besoin de financement, ils ont pas de pépettes. D'accord? Donc, eux peuvent s'auto-financer s'ils ont des projets. Les autres, ben, il faut bien qu'ils passent par un moyen d'obtenir ce qu'ils cherchent. On nous explique à ce moment-là eh bien, qu'il existe quelque chose qui est merveilleux, des intermédiaires financiers. C'est le schéma, hein, nous on n'invente rien, hein, c'est le schéma tel qu'il est fait. C'est ça, ceux qui sont là ont du fric, ils ne savent pas quoi en faire, ils le déposent, et eux sont sympas, ils le prêtent à ceux qui en ont besoin.
Juste une petite précision, c'est pas parce qu'il est de 2019 qu'il est obsolète ce manuel. Hein. C'est le manuel en usage actuellement. Oui, et puis on a pris un et d'autres manuels proposent exactement le même schéma. Hein. C'est pas un seul manuel qui propose ce schéma. Vous voyez qu'on raconte une jolie histoire. Hein. Il y a des gens qui ont plein de sous, qui sont super sympas, qui passent par un intermédiaire pour le prêter à ceux qui ont besoin d'argent. C'est pas beau le monde. Non, tu caricatures. Ils ont le droit à un intérêt. Quand même. Note que c'est pas écrit. C'est vrai. C'est pas écrit là. C'est vrai. C'est toi qui invente, c'est toi qui rajoute des choses. Ouais. Le manuel, Je le dis manuel, du il cash. dit pas. Il dit qu'il faut des dépôts, il y a des prêts et autres. Non, parce que je dis ça parce que c'est vrai qu'il a raison. Normalement, il devrait y avoir des flèches en contrepartie. Oui. Mais le manuel ne fait pas les flèches de contrepartie. Hein. C'est pour ça que ça raconte une belle histoire. Il y a des gens qui ont trop d'argent, qui le passent à des intermédiaires financiers, qui le prêtent à des gens qui en ont besoin. Pourquoi tu voudrais travestir un monde si beau? Il nous est dit aussi que... Mauvais esprit. Oui, il nous est dit aussi, mais ils ne sont pas obligés de passer par des intermédiaires financiers. Ils peuvent passer par un truc merveilleux, des marchés financiers. Et alors comment ça se passe? Eh bien, eux, c'est une recommandation, si vous avez besoin d'argent, vous vendez des titres. Alors, pas des titres de noblesse, hein. Tu peux, mais ça se fait aussi. Et les autres achètent les titres. Là, par exemple, c'est exactement ce que fait l'État. Quand l'État émet des obligations du Trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il émet un titre et les gens achètent ce titre. Voilà. Un bon du Trésor, c'est un titre. C'est un titre. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, principalement, l'État se finance. Et enfin, il nous est dit qu'ils peuvent passer aussi par autre chose, des marchés des fonds prêtables, sur lesquels eux demandent des fonds et eux offrent des fonds. Comme c'est un marché, c'est normal. Il y en a qui offrent et d'autres qui demandent. Embrassons-nous. Paulville. C'est beau le financement de l'économie. Fin du schéma. Ceci dit, moi je suis un peu embêté. Je suis un petit peu embêté parce que quand Yves m'a fait découvrir le schéma, je me suis aperçu que j'enseignais depuis des années des âneries. Oui, parce que moi, quand je faisais ce schéma-là, je faisais ce schéma-là. Il n'y avait pas de marché des fonds pétables, mais il y avait une banque centrale. Eh bien, aujourd'hui, de banque centrale, il n'y en a pas dans le financement de l'économie. Alors, actuellement en vigueur, la Banque centrale, ça ne concerne pas le financement de l'économie. Ça concerne le thème suivant, la monnaie. Donc quand on cause de la monnaie, oui, là oui, on va parler de la Banque centrale. Mais quand on parle de financement de l'économie, non, on ne parle pas de Banque centrale. Donc, c'est pas bon. Et alors là, bah, c'est moi qui me tourne vers toi. Parce que moi, je suis un élève de terminale ES. Ah, ça, je suis assis, donc, hein, quand même. Et là, je comprends plus. vas-y, dis-moi, je vais t'expliquer. Je comprends plus parce que on a vu dans le chapitre sur le financement de l'économie, ben voilà, hein, il y a ceux qui ont trop de thunes et puis ceux qui n'en ont pas assez. Ceux qui ont trop de thunes sont prêts, moyennant un intérêt, à prêter des fonds prêtables, à ceux qui en ont besoin, et l'affaire est réglée. Hein, il y a de l'argent. J'allais dire à gauche, je ne sais pas si je dois le dire. Enfin, il y a de l'argent d'un côté et pas de l'autre. D'accord? Et puis voilà que le chapitre suivant, ben voilà, le chapitre suivant où on parle de la Banque centrale, c'est sur la monnaie. Et vous nous expliquez que les banques font du crédit et que quand elles font du crédit, elles font ce qu'on appelle de la création monétaire, de la création. Oui, j'ai bien dit. Alors là, c'est chaud, monsieur. Là, je capte Z parce que tout à l'heure, c'était simple à comprendre. Il y avait de l'argent qui existait déjà, mais qui n'avait pas d'usage, quoi. On s'en servira pas. Et cet argent qui existait déjà, qui attendait son heure,
on le faisait passer dans les mains de ceux qui en avaient besoin. Donc ça, c'était simple. L'argent existait, on le faisait passer. Et là, le chapitre suivant, on nous dit création. Oui, mais vois-tu, c'était avant. C'était bien avant qu'on faisait ça. C'était avant qu'on transforme la banque centrale et qu'on interdise de financer directement l'économie. Mais dans les faits, on pourrait très bien avoir une banque centrale qui finance, qui participe au financement de l'économie. D'ailleurs, c'est ce que fait une banque centrale normalement. Et donc, en effet, comme le note Yves, on nous raconte une histoire assez étonnante. Hein. On nous raconte une vision du financement de l'économie qui fait disparaître, rappelons-le, parce que pourquoi on fait en général ce schéma-là? C'est parce que la Banque centrale joue un rôle important dans le financement de l'économie. C'est elle qui assure qu'il y ait toujours des liquidités. Rappel, 2008-2009, quelques investisseurs se trompent légèrement. Ça t'arrive, tu prêtes de l'argent à un pauvre, il ne peut pas te rembourser, ça pose des problèmes techniques. Il y aura deux pauvres. Alors bon, tu es un petit peu embêté, d'accord, et autres, bon, tu as un problème de liquidité. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir une banque centrale qui, accessoirement, résout des problèmes de liquidité. Et ça ne fait pas le financement de l'économie. Et bien, vous voyez, hein, aujourd'hui, hein, dans les manuels, il est raconté quand même une histoire, hein, je vous le remets quand même, hein, qui est assez étonnante, qui fait disparaître la Banque centrale. Mais en faisant disparaître la Banque centrale, elle fait disparaître quelque chose. Ça porte un nom. Ça s'appelle la politique monétaire. Dans ce schéma-là, dans le financement de l'économie tel qu'il est proposé, il n'y a pas de politique monétaire. Il ne peut donc pas y avoir de création monétaire pour financer l'économie. On fait disparaître, et alors vous voyez un truc un peu plus merveilleux, ce seraient les marchés qui détermineraient les taux d'intérêt. Et alors, on a bien fait d'apprendre en seconde la détermination des prix sur les marchés. Hein. Tout à fait. Et alors, quand on fait un peu d'archéologie, et qu'on remonte en 2005, imaginez, c'est la première couche là, on n'a pas creusé très profond. Et bien là, il y a encore un os, normal quand on fait l'archéologie. C'est que, justement, en 2005, dans plusieurs manuels, presque tous d'ailleurs, on trouve une toute autre présentation de la chose. Alors, d'abord, ce n'est qu'en 2019, avec le nouveau programme de 2019, que dans l'ordre du programme, on fait passer l'étude du marché des fonds prêtables avant celle de la monnaie, et donc de la création monétaire. Jusque-là, c'était l'inverse. Jusque-là, c'est-à-dire pendant presque un demi-siècle, un demi-siècle, eh bien, quand il s'agissait de parler des questions de financement de l'économie, on commençait par étudier la monnaie, qu'est-ce que c'était, et la création monétaire, donc le rôle des banques, le rôle de la banque centrale, la politique monétaire, etc. Et c'est seulement ensuite qu'on évoquait les marchés financiers et leur développement depuis les années 80 principalement. D'autre part, avec les nouveaux programmes, on traite les banques d'intermédiaires financiers. Or, j'ai retrouvé dans un livre de 2005 une phrase qui était intéressante, qui consiste à dire, en synthèse d'un chapitre, parmi les idées fausses qu'il faut écarter quand on veut comprendre le financement de l'économie, il y a l'idée que les banques sont seulement des intermédiaires. Non, les banques ne sont pas seulement des intermédiaires, parce qu'une banque, justement parce qu'elle est habilitée à octroyer des crédits, la banque, et là je parle de la banque commerciale, n'importe la vôtre, hein, la banque est habilitée à créer de la monnaie qui ensuite, en étant remboursée, va être détruite. Mais pendant les années où court votre crédit, c'est de la monnaie nouvelle. Autrement dit, quand on dit création monétaire, on s'inscrit en faux sur cette idée que l'argent est là et n'attend plus qu'à passer d'un côté à l'autre. Et
suprême intérêt de cette archéologie, dans cette même année 2005, et ce n'était que la dernière année sur laquelle j'ai pu aller faire ce genre de recherche, on trouve sur 2 pages une sous-partie intitulée « 2 conceptions différentes du rôle de la monnaie dans le financement de l'économie ». 2 conceptions différentes. Et on nous présente la théorie dite monétariste, celle qui a notamment donné naissance à cette idée de marché des fonds prêtables, qui est donc une conception théorique, et une autre conception qui est due principalement à Keynes, l'économiste de la première moitié du XXe, et les deux s'opposent frontalement. Keynes dit la création de monnaie est indispensable au fonctionnement d'une économie capitaliste. Alors que les autres disent non, c'est une affaire de marché. Alors, on se trouve là devant un problème. Et là, je vais avancer un peu le schmilblick avant de repasser la parole à Hervé. C'est ce que nous appelons, nous, cette histoire de marché des fonds prêtables, c'est ce que nous appelons un effet de lexique. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'introduction de termes comme égalitarisme, etc. L'idée que nous défendons et qui nous sert dans nos travaux depuis 20 ans maintenant, c'est l'idée que, au cours de son histoire, la société capitaliste change de façon de penser le monde. Et cette façon de penser le monde, c'est celle qui imprègne nos esprits à notre insu. Il n'y a pas de complot là-dedans. Pas de complot, il n'y a même pas un groupe de manipulateurs. Non, non. C'est quelque chose qui se fait d'une autre façon. Et qui fait que simplement, par exemple, alors que dans les années 70, les chômeurs étaient considérés comme des victimes qui devaient bénéficier de la solidarité collective, et bien aujourd'hui, la tendance c'est le chômeur, c'est un feignant, etc. Bref, ça s'est fait en articulation avec l'évolution des rapports sociaux, avec l'évolution du rapport capitaliste, etc. On arrêtera là, mais simplement, qu'est-ce que je veux dire par effet de lexique? Qu'est-ce que nous voulons dire par effet de lexique? Nous voulons dire que le lexique, c'est-à-dire cet ensemble de mots avec lesquels nous pensons, ben à un moment donné, il intègre un mot ou une expression, par exemple, marché des fonds prêtables. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'on se met à penser, les uns et les autres, dans tous les manuels, dans la fiche d'accompagnement, etc. Marché des fonds prêtables, c'est plus considéré comme un concept, comme une notion théorique, c'est considéré comme un fait. Il existe un marché des fonds prêtables, nous disent-ils. Alors ce qui est curieux, c'est qu'il y a un seul manuel, un seul. Sur l'ensemble, il y a une demi-douzaine sur le marché, il y a un seul manuel qui dit le marché des fonds prêtables est une façon théorique de parler. Autrement dit, il y en a un qui, on va continuer de dire des grossièretés, il y en a un qui sauve l'honneur. En disant non, non, ça n'existe pas. C'est une façon de représenter les choses qui est due à un certain courant théorique. Il y en a un. Tous les autres, alors qu'on devrait dire le marché des fonds prêtables, c'est un concept qui vient d'une certaine matrice théorique, dans lequel il prend son sens, et si on l'enlève de la matrice théorique, ben, il perd son sens parce que c'est comme si vous sortez le concept de capital, ben, vous pouvez le mettre soit dans une conception marxiste et il prend un sens bien précis. Si vous le mettez dans une conception dite néoclassique, la conception standard, vous allez parler de capital humain, vous allez en avoir plein la bouche et ça ne veut rien dire du tout. Donc, c'est ça l'effet de lexique. Comment un concept théorique est progressivement séparé de sa matrice théorique, de l'ensemble théorique qui a donné naissance, pour effectivement y laisser son sens de départ et devenir simplement une façon évidente à tout le monde de parler, mais seulement chargé. Quand on se met à parler en termes de marché des fonds prêtables. Donc on voit bien que ce schéma qui a priori pourrait paraître anodin avec du sens, quand on le décortique, nous raconte bien une histoire, comment serait financée l'économie, produit des effets de confusion, on ne comprend pas la création monétaire, on ne comprend pas quelque chose qui est un outil théorique qui est mis au même rang que des choses qui existent concrètement, et puis on est quand même rassuré
les banques ne vont pas sur les marchés financiers, sinon ça pourrait poser des problèmes techniques. Donc, vous voyez que c'est quand même une manière de raconter qui est extrêmement particulière. Mais on a une histoire encore plus belle. Yves en a parlé, le chômage. Et en effet, il y a une thématique spécifique, alors vous n'avez peut-être pas fait attention, hein, c'était dans le programme de terminale. C'est comment lutter contre le chômage. Voilà. C'est un questionnement. Ça Un s'appelle questionnement. Et donc, il y a en effet une fiche spécifique et du SCOL. C'est la fiche d'accompagnement du ministère. Du ministère. Et donc, on va vous présenter, une nouvelle fois, on va faire le même exercice. Hein, je ne vais pas vous mettre le graphique direct, je vais vous le reconstruire pour être certain qu'on s'en bien. Hein. Il y a une fiche qui explique la recommandation, voilà, comment vous devriez enseigner, hein, comment lutter contre le chômage. Et je pense que quand on aura fini la démonstration, vous ne pourrez qu'y souscrire et prendre des casseroles pour aller expliquer que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, rapidement, pour expliquer la place de ce qui va venir, dans une fiche d'accompagnement, c'est un document qui fait une douzaine de pages, 12 à 15 pages. Ça commence par présenter les fondements théoriques de ce qui est expliqué. Ensuite, ça donne des exemples, des suggestions d'activités pédagogiques. Alors, on nous explique la chose suivante. C'est l'activité pédagogique qui est présentée comme ça. Hein. Et l'objectif, nous est-on dit, c'est bien de voir les effets potentiellement négatifs ou positifs de la variation du salaire minimum sur le taux de chômage. Voilà une question qui est intéressante quand même. Est-ce que le salaire minimum a une incidence ou pas sur le taux de chômage? Je sens bien que la question vous intéresse de suite. Des fois qu'il y a des gens qui revendiquent la augmentation du salaire minimum, voyons voir ce que ça pourrait donner. Alors, il nous est dit, voilà, ils vont faire en deux temps. Un premier temps, qu'est-ce qui se passe si le salaire minimum est supérieur au salaire d'équipe, et on verra plus rapidement si le salaire minimum est inférieur au salaire d'équipe. On nous dit, évidemment, pour comprendre, puisqu'on est sur une question liée au chômage, il nous faut un marché du travail. Ça, c'est le marché du travail. Marché du travail, donc on nous dit, alors une nouvelle fois, c'est le schéma que vous verrez, je le reprends exactement, je vais vous montrer. On nous dit donc qu'il y a des quantités de travail, Comme il y a des quantités de tomates, etc. Marché, puis il y a un salaire qui n'est qu'un prix, qui est le prix du travail. Moins c'est ça. Puis on nous dit là-dessus, il y a l'offre formulée par les travailleurs. Alors ça peut vous paraître surprenant, mais ce sont les travailleurs qui offrent. Ah oui, Le travail. Ils offrent le travail. Ils s'offrent de travailler. Ils s'offrent à travailler, c'est eux qui vendent le travail, donc ils sont offreurs. Donc, il nous est dit qu'il y a une demande formulée par les employeurs. Alors, Yves qui aime beaucoup le lexique, notez avec moi que on ne les appelle pas n'importe comment, on les appelle des employeurs. D'autres auraient dit des capitalistes, des entreprises. Keneni, des employeurs, c'est des gens bien, ils sont là, leur activité principale c'est employer. C'est formidable, non? Ils offrent des emplois. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Ils demandent du travail, mais ils offrent des emplois. Donc, il y a une offre. Par exemple, Bernard Arnault est le plus gros offreur d'emploi en France aujourd'hui et il le revendique à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent lui casser les pieds en lui disant qu'ils s'en mettent plein les fouilles et que ça dégouline. Alors, vous n'avez pas fait le programme de secondes, mais on l'a appris normalement en secondes. Il y a une offre et une demande, c'est merveilleux. Ça détermine un salaire d'équilibre et une quantité d'équilibre. C'est ça. Voilà le salaire d'équilibre. Les choses sont simples. Et là, supposons qu'il y ait un gouvernement armé d'une bonne intention qui se dise non, nous, on va mettre en place un salaire minimum. Non, ce serait insupportable qu'il n'y ait pas un salaire minimum. Mettons un salaire minimum, mais manque de peau, on met le salaire minimum au-dessus du salaire d'équilibre. Et bien voilà ce que ça produit. La quantité que veulent travailler, qui va être demandée, est ici,
la quantité qui est offerte est ici. Le schéma nous dit, vous avez un rationnement de l'offre de travail. Facile à comprendre. C'est bien ça. On va vous le traduire. Le salaire minimum supérieur au salaire d'équilibre produit le chômage. C'est clair au moins. Voilà ce qu'on propose d'enseigner. On propose d'enseigner quelque chose. Hein. Ça, c'est l'effet négatif. Si vous proposez un salaire d'équilibre supérieur un salaire minimum supérieur au salaire d'équilibre, vous produirez du chômage. Mais vous voyez qu'on ne note pas chômage, hein, on met rationnement de l'offre de travail quand même. Ça fait plus scientifique. C'est comme le rationnement quand ça manque dans les boutiques. Et ça, c'est l'exemple pédagogique que propose la fiche, recommandée aux enseignants. Vous allez sur le site du ministère de l'Éducation nationale, vous tapez fiche d'accompagnement sciences économiques et sociales, et vous avez ça. Alors vous pourriez dire, mais quand même, d'où ils ont sorti ce truc-là, quand même, c'est impossible. Oui. Mais alors, et bien c'est sorti d'un rapport fait par le Conseil d'analyse économique, L'ancien commissariat au plan. enfin, qui s'appelle Salaire Méva, et fait par 3 auteurs réputés, des spécialistes de la question, puisque Keik et Zilberghem ont notamment un manuel d'économie du travail extrêmement célèbre, et Seth fait partie il dirige le comité qui regarde les effets sur le salaire minimum. Donc vous voyez, des références, des auteurs, voilà, des professeurs d'université, des gens qui ont une certaine notoriété. On ne sort pas de n'importe où le schéma. Hein. Le schéma, il est dans leur manuel. Il sort du ministère, et le ministère s'est servi à bonne source. Voilà. Alors quand même, ça a aussi des effets positifs. Ah, ouf. Alors là, je vous ai mis directement, c'est le schéma-là, directement copié. Il nous explique, qu'est-ce qui se passe si le salaire minimum est en dessous. Eh bien, ce qui se passe, alors ça, c'est un truc merveilleux. Attention, le rien, quand Yves m'a montré, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? J'ai été boire 2 whisky, après j'ai mieux compris. Ils nous disent, mais si le salaire minimum est inférieur au salaire d'équilibre, en réalité, il y a un rationnement de la demande de travail. Alors, rationnement de la demande de travail, c'est pénurie de main-d'œuvre. Très bien. Et on nous explique que si vous augmentez le salaire minimum, vous passez ici, vous allez réduire le rationnement de la demande de travail. En augmentant le salaire minimum, vous réduisez la pénurie de travail. Et puis là, moi je pensais avoir quelques notions en économie, me dire je comprenais un truc ou deux. Et en mathématiques, actuellement. Et je me disais, mais quelle est l'idée saugrenue d'imposer un salaire minimum inférieur au salaire d'équilibre et que les agents y restent? Parce que chacun sait que si c'est un salaire minimum, rien on n'empêche. n'est pas obligé d'y rester. Minimum, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas descendre en dessous, mais il n'est pas interdit de monter au-dessus. Et quel est le mécanisme qui empêchait que ça augmente pour aller au salaire d'équilibre? Donc, même l'exemple qu'ils prennent, et d'un point de vue, alors qui est dans le manuel, est incompréhensible du point de vue de leur théorie. Du point de vue de leur théorie, vous ne pouvez jamais expliquer s'ils avaient appelé ça un salaire maximum, avec un mécanisme qui bloque. Alors oui, vous auriez pu générer, dans leur modèle, de la pénurie de main-d'œuvre. Mais là, si vous faites un salaire minimum et que vous laissez négocier, ils vont s'entendre sur salaire d'équilibre et l'affaire est réglée dans leur modèle. Donc, c'est un peu un argument ad hoc, en fait. On en est, Hervé et moi, à se demander si le rajout de ce truc-là, c'est pas pour faire, en quelque sorte, bonne mesure dans la fiche d'accompagnement et ne pas se contenter de parler des effets négatifs. Parce qu'avoir inventé un effet positif de ce tonneau-là, aussi moisi que ça, vraiment... Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est étonnant. On raconte, parce que, sans rentrer dans le détail, mais raconter que la relation salariale, ça passe par un marché du travail, c'est déjà quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Laisser à entendre que seule la question des rémunérations serait déterminante dans la relation de travail, c'est aussi un petit peu particulier. Et puis surtout, ça produit des effets qui pour nous sont assez étonnants. C'est que, qui c'est ces travailleurs
Qui c'est ces employeurs? Les travailleurs, ils sont tous identiques. Les employeurs sont tous identiques. Les mettre tous sur le même graphique comme ça, c'est laisser entendre hein, qu'ils seraient homogènes les uns et les autres. Ce qui quand même pourrait un petit peu interpeller. Et puis, j'attire votre attention que c'est quand même étonnant. Hein, parce que c'est l'artifice du marché, c'est celui-là. L'artifice du marché, c'est de faire que la demande et l'offre de travail ne dépendent que d'un seul argument, le salaire. C'est parce que vous les faites dépendre du même argument, vous pouvez les mettre sur un même schéma, un même graphique, et que vous pouvez envisager l'équilibre. L'équilibre, et vous voyez, ça renvoie à peut-être à déséquilibre, hein, l'équilibre n'est concevable que si on fait l'hypothèse préalable que la quantité globale que souhaitent travailler les travailleurs ne dépend que du salaire. Moi, j'ai une question bête. Le nombre des travailleurs, ça compte pas? La démographie, dans la quantité que voudraient travailler les individus, ça compte pas? Eh bien, c'est non! C'est que le salaire. Le nombre des entreprises, ça compte pas? Eh bien, la réponse, c'est non! Ça ne dépend que des salaires. Que du salaire. Que du salaire. Parce qu'en plus, il y a cette idée que cela représente une personne face à une autre personne, un individu face à un autre individu. Et quand on veut passer à l'échelle de la société, eh bien on considère qu'il suffit d'agréger. Donc on met tout ça en même temps, on fait des hypothèses mathématiques assez lourdes, on va dire, hein, qui permettent de dire, ben voilà, ça c'est pour un individu face à un autre individu. Abracadabra, poum, et vous l'avez à l'échelle de la société. Alors il y a évidemment des économistes qui se sont penchés sur la question pour dire rien que sur le plan mathématique. Vous voyez? Alors ce qui est assez intéressant, c'est que Kayuk et Zuckerberg ont d'autres modèles pour expliquer le chômage. Hein? Ils en ont un merveilleux qui s'appelle le tir au flanc. Alors je rappelle qu'il y a un C à flanc, c'est pas le flanc piqué des parts de gâteau, c'est le tir au flanc. Et le modèle du tir au flanc, il pourrait se traduire de la manière suivante, extrêmement simple. Il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Au cas où ça vous parle. Donc c'est juste pour dire, voilà, pour ces auteurs, il n'y a pas d'ambiguïté ici, parce que quand même, Kayuk et Zuckerberg, ils se sont fait un petit peu remarquer dans la profession, puisqu'ils ont publié il y a quelques années de ça maintenant, un ouvrage qui s'appelait « Le négationnisme en économie », pour expliquer qu'en réalité, il y avait des économistes qui n'étaient pas bien du tout, qui n'utilisaient pas la bonne méthode et autres. Hein. Alors nous, on n'en connaît pas des économistes comme ça, on n'en a jamais vu, mais pareil qu'il y en a qui seraient, vous voyez, le titre n'est pas anodin, hein, le négationnisme en économie, pour dire en gros, il y a une pensée unique, et vous voyez bien que ça renvoie à ce qu'on me dit sur le programme, hein, il y a la manière dont les économistes penseraient et travailleraient, voilà, c'est ça. Et tout ce qui ne serait pas comme ça, ce serait du négationnisme. Hein. Et vous voyez, et on arrive, vous voyez comment ça boucle, hein, à l'arrivée, on nous dit, ben, on nous donne un exemple tiré de ces auteurs, toujours pareil, qui nous dit, il n'y a qu'une manière de regarder les choses, c'est de passer par un marché du travail. Les économistes pensent comme ça. D'ailleurs, dans le préambule des programmes depuis 2010, depuis 2012 précisément, dans le préambule des programmes de première et de terminale, on commence par présenter la démarche de l'économiste. Donc il y a une démarche de l'économiste. C'est celle-là et pas une autre. Donc vous voyez, hein, à travers ces deux exemples, on voit bien que la réflexion sur qu'est-ce qui est enseigné, c'est pas quelque chose d'anodin. Hein. Alors, moi j'ai pas de chance. Je les récupère, ils arrivent à l'université en ayant eu ça. Alors je ne sais pas pour qui c'est plus compliqué, si c'est pour eux ou pour moi. Hein.
Mais vous voyez bien que c'est une vraie difficulté quand vous devez enseigner, c'est que quand ils arrivent, ce n'est pas des terrains vierges et autres, ils ont déjà des connaissances. Et peut-être si on était allé vous chercher, marché du travail, vous n'aurez pas posé de problème. A priori, c'est un mot qui est utilisé par tout le monde. L'effet de lexique en la matière est extrêmement puissant. Hein. Pas grand monde ne se pose de questions de parler de marché du travail comme si ça allait de soi. Hein. Même si, au contraire, ça devrait être l'objet de fortes réflexions. Donc vous voyez, il nous semble que la transformation des programmes amène aujourd'hui à une manière à pousser les collègues à être obligés à enseigner des choses qui sont quand même, mériteraient à tout le moins d'être discutées. Car une nouvelle fois, qu'est-ce qui va sortir de la tête du jeune quand il sort? Mais je peux vous le faire en résumé. Le SMIC est la cause du chômage. Il paraît qu'il y a un parti politique qui propose qu'on augmente le SMIC. Inacceptable. Vous voyez bien que c'est ça l'effet qui est produit. Alors, rappelons quand même juste, pour que tout le monde, qu'on soit clair, le salaire minimum. Parce que le modèle, il dit ça. Pourquoi le salaire minimum génère le chômage? Je ne reviens pas sur le schéma. C'est parce que les agents, dans le modèle, doivent être payés en fonction de leur productivité. Et évidemment, ça produit l'effet suivant. Si vous avez des gens pas très productifs, vous refusez de les payer un certain prix parce qu'ils ne seraient pas assez productifs. Rappelons juste que le salaire minimum n'est pas défini par la productivité des agents. C'est pas du tout comme ça qu'on introduit un salaire minimum. Rappelez-nous, le salaire minimum, comment on l'a déterminé? Il était une fois un gouvernement, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, qui a décidé effectivement qu'on allait mettre en place un salaire minimum interprofessionnel garanti. Donc il serait interprofessionnel, donc il concernerait toutes les activités, et il serait garanti. Et on a, pour ce faire, demandé à des représentants des syndicats de salariés et des organisations patronales de se mettre autour d'une table et d'en parler, jusqu'à se mettre d'accord sur ce que devrait être un salaire minimum, à savoir être suffisant pour un chef de famille ouvrier pour faire vivre sa famille. Donc il y avait cette idée, chef de famille, l'ouvrier, il y a sa femme bien sûr, c'est lui chef, et les enfants. Et donc, on négocie de quoi ont-ils besoin. Voilà, c'était ça l'idée. Vous voyez bien que quand même c'est autre chose. La nature du salaire minimum, ce n'est pas une réflexion simplement sur le prix du travail, c'est comment un salarié pourrait vivre avec sa famille dignement. C'est quand même, me semble-t-il, autre chose que de simplement la mener comme il serait trop élevé et produirait du chômage. Mais que veux-tu, c'est notre temps, Yves. Alors de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire? En 1967, un projet original, effectivement. Et il faut le resituer. C'est la Ve République, c'est le gouvernement dirigé à l'époque, enfin pas dirigé, mais c'est la Ve République avec le général de Gaulle, le ministre de l'Éducation nationale, c'est Christian Fouchet, et il commande à un groupe d'historiens, d'économistes, sociologues, démographes, de construire un projet de programme avec une certaine ambition. Donc en effet, un contexte particulier. Nous sommes à la fin des années 60, avec à la fois l'économie qui s'autonomise dans les universités, car jusqu'au milieu des années 60, il n'y avait pas de cursus économique à l'université, c'était un cursus en droit, et on faisait, et c'est devenu une option à partir de la 4e année de pouvoir s'orienter vers l'économie. Donc l'économie devient une discipline à part entière à l'université, et on est aussi dans un temps un petit peu particulier où la réflexion sur la société de manière plus générale est liée à une croissance, à cet esprit un peu particulier que d'aucuns appellent lié aux 30 Glorieuses, même si le terme nous plaît. Vous avez aussi un esprit particulier en ce que il faut, je pense que ça parlera à beaucoup de gens,
il faut mettre ça en relation avec d'autres institutions de l'époque. Le plan. Le plan, avec son côté d'inspiration collective, le plan donc, qui est fait pour 5 ans et qui est fait en particulier, pas seulement, il ne faut pas non plus raconter l'histoire, mais il est fait en particulier à partir de débats qui mobilisent des représentants des syndicats de salariés, des représentants des organisations patronales, des scientifiques, des représentants des collectivités locales, etc. Autrement dit, c'est le résultat d'une vraie réflexion collective. On parle de réflexion collective, pas de concertation en peau de lapin. Donc, on a quelque chose qui est particulier à la France, avec une intervention de l'État et du politique qui est très particulière, et c'est dans ce contexte que va s'élaborer la discipline sciences économiques et sociales. Il s'agit de donner aux jeunes adolescentes et adolescents les moyens de s'intégrer dans une société qui se pense collectivement, avec des limites. Je ne vais pas raconter que c'est une société sans classe, c'est une société de classe, bien évidemment. Il y a des luttes. Mon premier baptême, ça a été les manifs de métallos des chantiers navals de Nantes. Bon, je ne veux pas de détails. Donc, on est dans ce contexte-là. Donc c'est un contexte qui est un contexte de société capitaliste, mais d'une société capitaliste où les rapports de classe sont particuliers depuis 1945, même si 67 c'est aussi l'année où, à la Sécu, on décide que le patronat va avoir autant de sièges que les syndicats de salariés. Là encore. Mais il y a un contexte dans lequel on envisage notamment l'idée de citoyenneté, et l'idée de citoyenneté qui passe par l'accès aux connaissances économiques. Et comme vient de dire, c'est une volonté politique. La création des sciences économiques au lycée correspond bien à une ambition politique qui est liée aussi un peu à la massification déjà dans les secondaires, donc avec une arrivée de générations de classes plus nombreuses dans les lycées, pour lesquelles on réfléchit à un enseignement un petit peu aussi particulier. Vous avez une phrase particulièrement intéressante de Jean Fourastier. Jean Fourastier qui est un économiste de cette époque-là, et Jean Fourastier qui a travaillé sur notamment le changement de la société et de l'économie française à travers l'exemple d'un village du sud-ouest qui s'est complètement transformé à l'époque. Bref, Jean Fourastier fait partie du groupe chargé du programme. Et il dit voilà, on a aujourd'hui des enfants qui, avec l'augmentation de l'âge de la scolarité obligatoire, seraient allés les années précédentes, ils seraient allés au boulot. Ils seraient allés en apprentissage, ou ils seraient directement rentrés dans l'emploi. Maintenant, ils vont continuer à l'école. Mais, bon, ce n'est pas forcément des gens qui ont envie de suivre ce qu'il appelle un enseignement de compétition. Donc, il faut penser à ces élèves-là, il faut leur prévoir un enseignement de loisirs. Alors aujourd'hui, le terme fait forcément rire, mais pour eux, et pour Fourastier à l'époque, loisir, ça veut dire, c'est un enseignement qui renvoie finalement au lycée de l'Antiquité. Autrement dit, apprendre, c'est effectivement avoir le loisir d'apprendre. C'est ça qui est fondamental. Parce que il y a une chose aussi que je rajouterai, juste là-dessus. On aurait pu créer cet enseignement dans les lycées techniques et professionnels. Ça n'a pas été fait parce que justement, l'idée c'était de l'offrir à tous les élèves et surtout, de ne pas lui donner un objectif professionnel. Surtout. Il ne s'agissait pas de former à un métier. Il s'agissait de former l'esprit des citoyens. Oui, et comme le rappelle la directive qui institue les programmes, le but était bien de permettre à chacun et chacune de ces lycéens de mieux comprendre la société dans laquelle on vit, les mécanismes, et d'essayer d'avoir une appréhension, une meilleure connaissance de ce que pouvaient être les réalités sociales et économiques. Et voyez bien que entre l'ambition initiale et ce qu'on vous raconte sur les exemples qui sont aujourd'hui dans les manuels, on est très très loin de cette ambition initiale.
on est très très bien. Et pourquoi nous on avait proposé comme titre un enjeu politique? Parce que vous comprenez bien que la réflexion sur les programmes, c'est bien ça, c'est est-ce qu'on travaille pour retrouver cette ambition initiale? Et comme le dit Yves, tout n'était pas parfait, tout n'était pas idéal en 67, 68, mais au moins il y avait une véritable ambition, pardon le mot, de former des citoyens. Alors que là, vous voyez bien, sur qu'est-ce qu'on nous enseigne, c'est quand même des citoyens très particuliers qu'on nous propose, hein, avec une vision du monde apaisée. Oui, parce que le marché, c'est le monde des bisounours. Hein. Un marché, c'est un monde de bisounours. Il y a des gentils offreurs, des gentils demandeurs, ils se rencontrent, ils discutent, ils s'entendent sur un prix, des quantités, et l'affaire est réglée. C'est merveilleux le monde des marchés. Hein. Alors oui, il peut y avoir quelques déséquilibres et des choses comme ça, mais les marchés, c'est un monde, il n'y a pas de conflit. Hein. Il n'y a pas de collectif, ni conflit. C'est pas belle la vie. Donc c'est vraiment une caractérisation, et alors en plus ça produit un effet, pour moi qui est toujours surprenant, qui est un concept de physique, mais pas un concept de sciences sociales, qui est l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire un équilibre dans une société? Qu'est-ce que ça serait qu'une société équilibrée? Combien de milliards doit posséder M. Arnaud pour que la société soit équilibrée? C'est pas un concept des sciences sociales, l'équilibre. Que même à un moment donné du temps, ce serait merveilleux, il y a exactement le même nombre d'emplois que le nombre de gens qui veulent travailler. Est-ce que ça ferait un équilibre pour autant? Ça ferait une égalité. Mais vous voyez bien, le mot équilibre, il porte une autre connotation. Hein. Équilibre, sous-entendu, waouh, ben, les deux gagnent, hein, chacun et autre. Et ouais, plus, les deux gagnent. Et en plus, si on s'en éloigne un peu, tout est fait pour que ça revienne. Hein, il y a une espèce de stabilité de l'équilibre. C'est ça l'idée. Hein. Je rappelle juste, mais vous, ça ne va pas vous parler, qu'il y a des théories qui disent par exemple que la détermination du salaire, ça passe par un rapport de force. Voilà. Vous ne connaissez pas, hein, ça, vous connaissez pas. Ça passerait par un rapport de force. Un rapport de force équilibré, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi un rapport de force équilibré? Par définition, vous voyez bien que si vous prenez une autre grille d'analyse, la notion d'équilibre, hein, et autres. Mais vous voyez bien que ce qu'on cherche à raconter, je ne vais pas vous refaire, c'est une société très apaisée, dans laquelle il n'y a pas de conflit. Hein. Je reprends le premier schéma, il y a des mecs qui ont trop d'argent, ils ne savent pas quoi en faire. Qu'à cela ne tienne, ils le prêtent à des gens qui en ont besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus sympathique? Hein, de marché du travail, mais laissez faire, parce que c'est ça que ça dit, laissez faire, que l'État ne s'en occupe pas, et on va aller à l'équilibre. On va aller à l'équilibre, et entre guillemets, l'affaire sera réglée. Bon, on ne vous dit pas, par exemple, parce que vous voyez, c'est tout le principe du modèle théorique. Oh, il va y avoir un salaire d'équilibre. Ah ouais? Et si le salaire d'équilibre, c'est 2 euros de l'heure, 2 euros par jour, on fait comment? Tu as 25 jours ouvrés, tu gagnes 50 euros par mois. Ah. Alors, vous voyez bien que la notion même, et vous voyez bien qu'on ne met pas de chiffres, hein, quand on fait des offres comme ça, on met un concept théorique, il va y avoir un salaire d'équilibre. Alors évidemment, si vous demandez à un jeune qui ne réfléchit pas, il va vous dire, ouais, il va penser les salaires où ils sont aujourd'hui, mais rien ne nous dit à combien on arriverait. Hein. Et d'autre part, quel est ce mécanisme merveilleux où cet endroit à Perpignan où des employeurs réunis rencontreraient des salariés réunis, discuteraient tranquillement autour d'une tasse de café pour s'entendre sur un niveau de salaire et une quantité de travail que les autres fourniraient. Qu'on me dise où c'est à Perpignan. Hein? Alors moi j'ai pas de chance parce que je croyais que c'était à la Bourse du Travail, mais vous savez, ils la transforment pour en faire une bibliothèque universitaire, donc le lieu où ça existait, même plus ça le fera. Donc vous voyez bien qu'on raconte des choses aux enfants, on raconte une certaine manière de fonctionner de la société, hein? On raconte une certaine manière de fonctionner, on instruit des valeurs, on porte des valeurs dans les discours, et évidemment ça produit un effet dans le temps. Je disais tout à l'heure, la phrase de Macron, mais je peux vous dire, hein,
il a eu Zilberberg en cours. Mais oui, il l'a eu quand il était en prépa. Et donc, l'effet est le suivant. Vous enseignez, l'élève le reçoit comme un savoir académique avéré et autres, il l'intègre, et après, si vous ne lui avez pas appris qu'il y avait d'autres manières de regarder, et vous voyez, l'enjeu de présenter les théories, il est là. L'enjeu de présenter les théories, ce n'est pas de dire nécessairement quelle est la meilleure, c'est simplement de dire, oh, à une question donnée, il n'y a peut-être pas une seule réponse. Et donc, vous voyez, on est très loin, parce que ce que disait, rappelait Yves, c'est que, auparavant, il n'était pas dit qu'on ne pouvait pas mobiliser des théories, mais les références aux théories n'étaient pas aussi explicites qu'aujourd'hui. Oui et non. Oui et non, parce que ce qui est curieux, justement, c'est que d'une part, elles n'étaient pas aussi explicites, mais d'autre part, aujourd'hui, où elles sont censées être explicites, eh bien, elles sont souvent cachées sous le tapis, puisque on va vous dire, c'est le marché du fonds prêtable, c'est le marché du travail, mais on ne va surtout pas vous dire, c'est une théorie qui dit ça, parce que dès que l'on dirait ça, on sous-entendrait qu'il y en a d'autres qui disent autre chose. Donc, autrefois, il y avait ce qu'on appelle du syncrétisme, autrement dit, on prenait un peu partout, hein, on prenait un peu partout, et éventuellement, ça pouvait créer de la confusion aussi. Et on prenait un peu partout, on prenait un peu de fonctionnalisme, un peu de régulationnisme, etc. Aujourd'hui, on ne prend plus n'importe où, mais on ne dit pas d'où ça vient. Quand il y en a un qui crache le morceau, il est vraiment exceptionnel. Alors, vous voyez, pour nous, parce que c'est ça notre ambition, hein, c'est de vous faire partager l'idée que la question de l'éducation est une question de toute évidence essentielle. Les moyens pour l'éducation, le salaire des enseignants, c'est un truc hyper important, ça. Mais c'est une chose. Mais qu'est-ce qui est enseigné est un enjeu tout aussi important. Hein, est un enjeu tout aussi important. Et en particulier dans la discipline qui nous est chère, hein, les évolutions qui sont en cours nous paraissent extrêmement inquiétantes. On évoquait en début qu'on avait interrogé des collègues. J'ai souvenir d'avoir fait l'interrogation d'un collègue syndiqué, on peut le dire. On peut le dire. Très actif. Militant syndical. Très actif. Et on l'interrogeait sur qu'est-ce que ça te fait, comment tu fais pour... est-ce que ça te pose un problème d'utiliser le concept de marché du travail? Et il nous avait répondu, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Il était embêté lui-même. Il était embêté. Mais c'est ça l'effet de lexique. C'est que la formule de marché du travail est devenue tellement prégnante qu'elle est devenue une évidence. Le marché du travail, c'est un fait. Éventuellement, on peut dire qu'il y a des marchés du travail. On peut regretter qu'il y ait des gens qui sont mal lotis. Mais c'est un marché du travail. Et donc, quand on dit ça, eh bien, d'une part, on raconte tout ce qu'on a pu vous montrer avant. Puis d'autre part, on n'imagine pas qu'on puisse penser autrement. Les charges sociales. Les charges tout compris. Une conférence là-dessus, formule de stock et compagnie. Et juste pour dire, c'est ça qui m'énerve. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une science, l'économie, mais on a voulu en faire une science exacte au même titre que les mathématiques. Alors, on a rentré pas des mathématiques dedans qui sont des modèles absolument totalement inadaptés. Parce que si c'était vraiment une science exacte, je ne comprends pas pourquoi jamais on est capable de prévoir la crise. Et qu'on les explique toujours a posteriori. Et alors, le plus bel exemple, alors j'arrive pas à me souvenir de ce nom, de ce prix Nobel d'économie, qui n'est d'ailleurs pas un vrai prix Nobel. Je signale que le prix Nobel d'économie, ça a été créé par la Banque de Suède. Non, avant. Celui qui a sorti la formule avec la formule de stock sur tout le système, sur le marché des obligations, etc. Un nom comme ça, comment Debreu. Voilà, oui. Et Debreu, donc ils étaient trois, il y avait 2 Américains et lui. Ils ont eu le prix Nobel, soi-disant, pour ça. Et une dizaine d'années plus tard, il a reconnu que ça n'avait aucun sens, c'est-à-dire que sa formule est magnifique, sauf qu'il considère que dans un marché, tout le monde est au courant de tout, qu'il n'y a pas de choses qui ne sont pas dites, etc. Donc ça correspond exactement à ce que tu disais. Le collectif disparaît, on a un espèce de modèle complètement hors sol, et on applique ça pour justifier des décisions politiques, parce que c'est quand même plus ou moins ce qu'il y a derrière, alors que ça ne correspond pas à la réalité. Et pour que ça fasse sérieux, on dit c'est des maths. Alors, c'est ce que j'ai repéré quand j'ai vu ce graphique
avec... voilà, c'est mathématique, donc c'est vrai. Et on ne discute pas les mathématiques. Et ça m'énerve en tant que mathématicien qu'on utilise comme ça quelque chose qui est vrai, mais qui n'a aucun rapport avec l'économie. C'est une anecdote qui ressemble étrangement à celle-là. C'était dans le Figaro. Il y a un économiste qui voulait démontrer que les 35 heures allaient créer du chômage. Alors il prend 7 pays. Comment, c'est pas le G7, il n'explique pas du tout quel pays il prend. Il fait sa cour et il dit, vous voyez, 35 heures, ça va augmenter le chômage, je ne sais pas combien. Bon, peu importe. Sauf qu'il y a un petit malin qui a prolongé la courbe et qui a vu que quand on travaillait 0 heure par semaine, ça ne faisait pas 100% de chômage, ça faisait que 37%. C'est dans le même ordre d'idée, mais l'utilisation des mathématiques en statistique, c'est une horreur, enfin, dans les cours qu'ils font. Deuxièmement, est-ce que l'enseignement de l'économie ne ressemble pas au roman national en histoire? Exactement. Et troisièmement, est-ce que vous n'avez pas parlé de l'économie de l'entreprise dans les classes de technique, mais je crois que c'est une horreur encore plus que le SES. D'ailleurs, vous devriez peut-être enlever le S, puisque vous avez dit sciences économiques, vous n'avez pas dit social, je ne sais plus si ça existe. On dit sur la fin de cette intervention, est un objet. Non y a-t-il une approche objective possible de cet objet? Ou bien, après votre exposé, on pourrait penser, est-ce qu'il n'y en a pas? Et auquel cas, finalement, toutes les théories pourraient se valoir. Enfin, où tous les points de vue sur cet objet auraient la même valeur, peut-être. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On va répondre à chaque dernière intervention, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une science capable d'être objective. Le problème de l'objectivité de la science, de toute façon déjà, c'est un débat à l'intérieur même des épistémologues et des philosophes des sciences, mais en plus, l'objet des sciences sociales, économie et sociologie, c'est la société. Et la société, de par sa nature, en quelque sorte, de par la nature de l'objet, rend, selon nous, en tout cas selon moi, impossible une étude objective. Mais ça ne veut pas dire que tout se vaut. Autrement dit, il y a démarche et démarche. Le tout, c'est ce que certains appellent la visée scientifique. Alors, ce n'est qu'une visée, autrement dit, on n'atteint pas. Mais c'est, si l'on veut faire ce travail, je dirais correctement, de dire très clairement sur quelles hypothèses on se fonde. Quels sont les concepts que l'on utilise, les concepts et éventuellement les modèles, de façon à donner à toute personne qui s'approprie, ou qui veut s'approprier le travail en question, les moyens de comprendre comment on est arrivé à ces conclusions. Et ce faisant, on disqualifie dès le départ tous ceux qui vont se targuer de parler d'économie sans savoir le faire. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. Alors, il y a, par rapport à ta question, quelles seraient les approches entre les qui pourraient être légitimes, qui l'emporteraient sur les autres, on a quand même des choses assez étonnantes. L'approche dominante, dont on vous a parlé ici, qui porte un nom, l'analyse néoclassique, ou la microéconomie, pour l'appeler comme ça, est quand même une théorie qui est absolument surprenante à deux égards. Premièrement, je faisais référence aux travaux de Debreu, elle a montré que, de manière assez mathématique, d'ailleurs c'est très mathématique, la thèse de Debreu, que l'équilibre tel qu'il est présenté, espace possible à chaud. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il faudrait des agents omniscients pour y arriver. L'exemple que donne Debreu, pas moi, que donne Debreu, pour que ça marche, notamment dans le temps, il faudrait connaître la pointure que son petit enfant fera quand il aura 20 ans. Déjà, il faut savoir qu'on aura des petits-enfants, et connaître la pointure qu'il aura dans 20 ans, c'était simplement pour dire, voilà, ça repose sur un corpus d'hypothèses qui n'est simplement pas tenable.
Ils ont un problème avec le temps, ces économistes-là. Ils ont donc montré que, globalement, arriver à l'équilibre est impossible. C'est ça la conclusion de la théorie. Et là, d'une certaine manière, elle a presque bien fait le travail. Elle s'est elle-même arrivée à la conclusion, notre théorie ne tient pas. Et moralité, on continue à enseigner et on enlève cette idée de les conclusions qu'il faudrait pour arriver à l'équilibre. On l'enlève. Alors quelquefois on dit oui, il faut la concurrence pure et parfaite. Mais la concurrence pure et parfaite, dès que vous le donnez, dans une demi-seconde, vous savez que c'est totalement intenable. Hein? La concurrence pure et parfaite, je peux vous le faire simplement, il faudrait que les agents ne soient pas stratégiques. En gros, que ce soit des ânes battés. Dès qu'ils sont stratégiques, ça ne marche plus. Il va me faire psychologie pendant 12 ans pour se dire que les agents, ils savent un peu calculer quand même. Donc, la théorie, et vous voyez, l'effet qui est surprenant, c'est que cette théorie qui, à mon avis, quand on donne les éléments, nous dit, mais franchement, on sait que ça ne marche pas, n'empêche pas d'être enseigné. Quand on raconte les hypothèses, mais c'est pire. Les hypothèses pour construire une courbe de demande, mais il faut que la personne qu'on est en face soit d'une psychologie très particulière. Elle n'a qu'un but dans la vie, maximiser son plaisir. Et plus elle consomme, plus elle va être contente. Je peux même vous dire, le modèle dit qu'il ne faut surtout pas travailler. C'est un modèle qui suppose que l'homme idéal est un rentier. Il ne travaille pas, il ne fait que consommer. D'accord ? Donc, bon, il suffit d'aller expliquer de demi-secondes, ça ne marche peut-être pas comme ça. Donc, c'est pas simple. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les théories sont équivalentes ? Mais la réponse, elle est non. Je pense que justement, le travail, nous, la réflexion que l'on mène par rapport à la réflexion sur l'économie, c'est justement d'amener, non pas à dire quelle est la bonne théorie, mais au moins s'interroger. Il y a plusieurs théories, elles portent des regards sur les hommes et les femmes différents, elles portent des regards sur la société qui sont différents, et interrogez-vous pour savoir quel est le regard et autres qui vous paraîtrait le plus pertinent. Et je pense que, en tant qu'enseignant, c'est ça que l'on doit faire. Alors après, sur l'usage des mathématiques. Bon, ça, une nouvelle fois, c'est ce qu'on essaie de vous expliquer avec l'effet lexique. Mathématiques, ça fait sérieux. Moi, je ne sais rien. Mathématiques, ça fait sérieux. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je fais des mathématiques. Alors, je fais une incise rapide quand même, histoire de montrer que l'actualité a quand même son mot à dire. Il y a quelques semaines, la Première ministre, apparemment excédée par le tour que prenait le débat sur les retraites, a dit « Ah, quand même, on ne va pas continuer à discuter sur des histoires de milliards et tout ça, c'est pas le problème. » Voilà. Donc, on vit, je reprends juste un exemple, peut-être que vous connaissez. Longtemps, pour faire médecine, le parcours idéal, c'était philosophie et latin. Et oui. Jusqu'à la fin des années 60. Jusqu'à la fin des années 60, la discipline reine qui menait, entre guillemets, à l'excellence dans les études de la médecine, c'était philosophie et latin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez comment les choses changent, et donc en effet, il y a un rapport à la société, aux mathématiques qui a complètement évolué. Alors, pour ceux qui s'intéressent, il suffit de s'interroger, c'est que le problème, c'est qu'il y a quand même des noms très particulier. Racine de 2, par exemple, est un nombre embêtant. Et puisqu'il est irrationnel. C'est embêtant, les nombres. C'est embêtant. La racine des nombres négatifs. Parce que vous voyez, la mathématique produit un effet étonnant. Elle rend la courbe continue. Mais dans la société, on ne vend pas en continu. On vend une voiture, puis on vend une deuxième voiture, puis on vend une troisième voiture. Alors que la courbe, elle ne dit pas ça, hein, puisqu'elle est en continu. Elle dit on vend 1,0001, 1,002, et ainsi de suite. Donc on transforme un monde qui n'est pas un monde continu en économie par définition, on le transforme en continu. Donc ça ne pose pas de problème majeur. Donc oui, nous sommes d'accord pour dire qu'il y a un usage des mathématiques
qui veut, mais c'est d'ailleurs pour ça que ça change de nom. Nous, on a toujours dit économie, que eux veulent dire sciences économiques. C'est là, mais vous savez, aujourd'hui, c'est plus ça. Hein. L'évolution, les mathématiques ont baissé. C'est plus grave ce qui se passe en économie aujourd'hui. L'économie aujourd'hui, elle va vers l'économie expérimentale. Et l'économie des données. L'économie des données. Les big data. Les big data. Mais la pire, c'est l'économie expérimentale. C'est-à-dire qu'on fait faire des expérimentations. Hein, par exemple, alors quand même Esther Duflo, prix Nobel d'économie, qui vous explique que on a testé dans des classes en Afrique que quand ils sont 52 dans la classe, le niveau d'éducation est moins élevé que quand ils sont 15. On est content qu'ils aient essayé. On est content. La Banque mondiale, dans ses statistiques, a dit aussi les salaires, juste sur la même idée, les salaires des enseignants au Niger sont plus faibles que les salaires des enseignants en Côte d'Ivoire. Et pourtant, le taux de réussite, alors qu'il y a un taux d'alphabétisation qui est seulement de 30%, le taux de réussite est meilleur. Donc il faut baisser les salaires des enseignants. C'est un rapport de la Banque mondiale, je dirais. C'est quand même assez étonnant ce truc d'essayer quelque part un truc et puis d'en tirer une conclusion générale. Bon, toutes les disciplines expérimentales savent qu'on ne passe pas du cas singulier au cas général comme ça. Mais bon, ça fait des prix Nobel. Il y a une question là. Deux petites questions. Modèle qui paraît quand même assez simpliste. Moi, j'ai dû rentrer dans l'économie par ce genre de modèle et étant une ancienne prof de maths, je suis tombée des nues un peu. Je comprenais vraiment pas ce qu'il y avait derrière ou d'où ça venait. Comment vous expliquez que ça se maintienne, que ça soit enseigné tel quel et que, je sais pas, qu'on dise à des jeunes c'est comme ça, etc. Bon, je pense que les collègues sont un peu différents. Mais comment vous expliquez que ça ait réussi à s'imposer et que ça dure, entre guillemets? Et deuxième question, comment ça se traduit dans le supérieur? Tu avais l'air de dire qu'il y avait d'autres choses à enseigner dans le supérieur, mais il me semblait que la microéconomie, c'était quand même une matière enseignée à la fac et qui durait dans le cursus. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'économie? Il y a la macro aussi, mais c'est pas tellement... Deux éléments de réponse, et puis d'abord celui qu'on a essayé de développer ici, cette histoire d'évolution du lexique. Hein. Donc l'idée que les mots avec lesquels nous pensons répondent à un système de valeurs qui évolue avec les rapports sociaux et avec donc la dynamique du capital, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est plus facile d'entendre, par exemple, l'idée que la société est un ensemble de marchés, parce que le marché, quand même, c'est chouette. Le marché, c'est une rencontre entre deux individus libres et rationnels. Autrement dit, ils sont parés de toutes les qualités que chacun d'entre nous peut rêver d'avoir, et il y a à la fois liberté et égalité, puisqu'on est à égalité sur un marché tel qu'il est représenté. Donc c'est forcément une représentation déjà idéale de la société. Penser que la société est un ensemble de marchés, c'est dire, vous vivez dans le meilleur des mondes possibles. Un. Et puis ensuite, en prenant un petit bout de lorgnette. Mon fils a fait ce qu'on appelle une grande école de commerce. Mais les chiens ne font pas des chats. Il continue de parler avec son père d'économie. Et il y a quelques années, il m'avait dit, mais j'ai eu des cours d'économie dans cette école. Mais jamais je n'ai entendu parler de ce que tu me racontes. Jamais. Mais ces grandes écoles, que ce soit les grandes écoles de commerce, ou l'ENA, ou Sciences Po, quelle économie enseigne-t-elle? Cette économie-là, cette économie de ces modèles-là. C'est eux qui tiennent le haut du pavé, au sens propre de l'expression, hein, rappelez-vous. Tenir le haut du pavé, c'est pouvoir se mettre à l'abri des éclaboussures. Hein. C'est eux qui tiennent le haut du pavé. Les gens qui nous gouvernent, sans là tomber dans la caricature, c'est ça qu'ils ont appris. C'est pour ça que je disais, c'est pas du complotisme dit de la méchanceté. Ils sont eux-mêmes porteurs de ces idées. Mais oui. Quand Macron dit il suffit de traverser la rue, c'est pas qu'il est pervers, c'est qu'il en est persuadé. Alors juste si je peux compléter et après, voilà, je vais y venir. D'abord, il y a une chose, il l'a dit, c'est facile d'utiliser un marché. En tant qu'enseignant, tu peux raconter tout ce que tu veux, tu fais bouger une courbe d'offre, de demande, tu t'amuses. Temps de préparation, à peu près 2 secondes, hein, je veux dire, donc c'est facile. Et puis, rappelle-toi ce qu'on a dit sur les effets de lexique, c'est-à-dire que moi, comme je le disais, quand j'arrive aux étudiants,
on me l'a enlevé, hein, on était sérieux à l'université de Perpignan, je faisais économie du travail. Quand je posais la question bête, hein, quelles conditions il faudrait pour qu'il existe un marché du travail, les étudiants ne comprenaient pas. Comment Mais même quand je pose la question, quelles conditions faudrait-il qu'il y ait pour qu'un marché existe, c'est une question qui paraît... Les étudiants me disent, mais pourquoi vous posez cette question-là? Sous-entendu, ça existe, qu'est-ce que vous venez nous embêter? Ouais, c'est un peu comme si au Moyen-Âge, j'avais raconté, bon, est-ce que Dieu existe? Alors je ne l'avais pas fait parce que le bûcher, j'aurais méfié quand même, mais ça revient exactement à ça. Et alors, dans le supérieur, c'est une lutte acharnée. C'est une lutte acharnée, puisque il sait même, la profession s'est scindée en deux associations, hein, avec la création de l'Association française d'économie politique, qui avait demandé à ce qu'on se divise en deux, en disant, bon, il y a la pensée dominante, ben, vous faites votre science économique, et nous, on va faire de l'économie politique. Et ça, c'était sous le gouvernement Hollande, ça s'est joué à pas grand-chose, et en réalité, ça s'est joué à l'intervention de Tirole, qui était prix Nobel d'économie, expliquant que Melon, mais quoi cette histoire, il n'y avait que les économistes. Mais la profession est haute. Alors il y a même des travaux qui sont faits, il y a eu des comptes rendus récemment, faits notamment par Florence Jarine-Catrice et Arthur Jatteau, sur l'évolution de l'enseignement de l'économie dans le supérieur, où ils montrent ce qu'ils appellent le pluralisme qui ne cesse que de disparaître. Parce que tu vois, quand on dit la microéconomie, moi je ne dis jamais la micro, hein, je dis l'analyse néoclassique. Parce que la micro, ça laisse à penser que c'est pas un courant, c'est comme ça quand on regarde les agents économiques. Non, c'est un courant particulier. Mais tu vois, je sais bien, mais bien sûr, mais parce qu'ils ont réussi, c'est ce que dit Yves, à travestir la chose, à laisser à penser qu'il n'y aurait pas de parti pris lorsqu'on utiliserait cette conception. Et donc, lutter contre ça, tu vois, c'est extrêmement difficile. Plus jeune, j'avais essayé d'expliquer aux étudiants qu'il n'y avait aucune raison démographique à faire une réforme des retraites, pas plus hier qu'aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Quand j'arrivais à l'examen, je posais la question, y a-t-il une raison démographique à faire une réforme? Ils répondaient oui. Et je répondais, TF1 c'est plus fort que moi, je ne veux rien faire. J'ai beau leur enseigner. Et à l'époque c'était TF1. Voilà. Aujourd'hui, donc tu vois, ce qu'est, parce que c'est la réflexion qu'on avait avec lui, en réalité, c'est l'évolution radicale qui s'est d'abord passée dans le supérieur, qui aujourd'hui est en train de finir, mais parce que les jeunes qui arrivent, et on en a interrogé, quand ils arrivent, ils ont été d'abord formés à cette théorie néoclassique. Donc quand ils arrivent au lycée, qu'on leur propose ces programmes-là, bah, sur le fond, ils ne voient pas où est la difficulté, puisque c'est ce qui leur a été enseigné à l'université. Donc le mal, il n'est pas qu'au lycée, le mal, il est aussi à l'université, bien entendu. Plus fort. Oui, donc juste une question simple en tant que prof qui avait aussi des programmes imposés et qui ne les a pas toujours suivis. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, parce que dans mon souvenir, quelqu'un, mais je ne me souviens plus du nom, a dit que l'enseignement des sciences économiques et sociales dans les lycées était infesté par l'extrême gauche. Tu te rappelles? Oui. Bon. Donc, s'il y a eu cette phrase, c'est que des profs se rebellent à l'intérieur du lycée pour expliquer autre chose que ce que vous venez de nous décrire là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a ce mouvement? Est-ce qu'il y a des possibilités de dévier de ce schéma? Alors, deux temps. Ancienne élève de sciences économie, mais non, c'était un bac économie que j'ai passé. Et que j'ai apprécié de passer à l'époque où je l'ai passé, donc bien avant, enfin juste après 67, donc en 77, 10 ans après, mais j'étais encore dans la bonne tranche. Moi, l'éducation, en tout cas, que j'ai reçue, c'était une ouverture sur la société, sur ce qui se passait autour de moi, et une compréhension des différents, ce que tout le monde dit depuis tout à l'heure. Et ce que je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas, bien sûr que si je le comprends, mais ce que je trouve inacceptable, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une éducation qui fait de permettre de rendre intelligible ce qui se passe autour de soi, aux élèves, aux étudiants, en tout cas aux futurs jeunes adultes, mais qu'on est dans un formatage des pensées et des formatages qui sont vraiment très étriqués, mais surtout de pas une connaissance. Et c'est bien ça, moi, qui m'inquiète, c'est que l'éducation ne sert plus à apprendre les choses, en tout cas à les comprendre et à agir après en tant qu'être
en tant qu'individu dans la société, mais par contre d'ingurgiter des notions qui n'ont pas, excusez-moi, mais qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment très, très désolée de voir ce qui est enseigné aujourd'hui aux élèves. Et ça me ferait fuir, moi, un programme comme ça. Je serais élève maintenant, je ne serais certainement pas en économie. C'est dramatique. C'est pas du tout, c'est rébarbatif, ça ne donne même pas envie. C'est pas une compréhension de la société. Et c'est dans cela que je me demande pourquoi ça sert. Enfin, quel est l'objectif, si ce n'est de formater les gens, mais enfin, quel est l'objectif de rendre aussi indigeste un programme. Alors, je vais essayer de répondre. Les Thomas sont d'accord. Donc, en fait, dans les années 70 et 80, pour parler vite, c'est pas tellement que les profs se rebellaient contre les programmes. D'une part, les programmes laissaient cette possibilité de fait, parce qu'il y avait possibilité d'aller choisir, d'une part, des références théoriques qui n'étaient pas, justement, clairement imposées, et d'autre part, on avait à l'époque un contexte particulier qui autorisait cela. On était tous et toutes, en tant qu'enseignants, persuadés de cette mission de former les citoyens à un esprit critique. Donc, ça allait de soi. Et pour les élèves aussi, quelle que soit leur application, parce que là non plus, il ne faut pas non plus se raconter d'histoire, mais ça faisait partie de la façon commune de faire classe et d'être en classe. Donc, on n'avait pas besoin, en quelque sorte, de se rebeller contre des programmes. D'autant moins que le corps d'inspection chargé de faire appliquer les directives ministérielles était lui-même, je dirais, d'accord globalement avec tout ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, toutes ces variables ont évolué dans le même sens. Parce que l'histoire de l'enseignement de sciences économiques et sociales comme enseignement marxiste, etc., on l'a entendu dès le début des années 70, mais ça n'a pas fait d'effet, parce que le contexte n'était pas favorable aux personnes qui tenaient ce propos. 2, là ça va être le coup de pied de l'âne, de temps en temps ça me permet de m'enlever les démangeaisons. Ceux qui disaient ça montraient une ignorance crasse des théories en sciences sociales. Parce que pour trouver du marxisme dans les programmes de sciences économiques et sociales des années 70, il fallait vraiment avoir l'imagination fertile. Et pour ça, on choisit un autre métier quand on a cette imagination que président du CNPF. Ensuite, aujourd'hui, on ne forme plus le citoyen de fait. Même s'il reste des scories dans certaines présentations des programmes, ce qu'on veut, c'est former des experts. Des experts. Et un expert, il a besoin d'une boîte à outils. Il n'a aucun intérêt, l'expert. Il n'a aucun intérêt à savoir que certains pensent comme ci et que d'autres pensent comme ça. Ce que veut l'expert, ou le futur expert, ou la future experte, c'est savoir ce qu'il faut dire et comment il faut penser. Les modèles, les machins, comment ça marche, les données, comment on les fait marcher. Hervé pourra en parler parce que ça touche y compris les jeunes collègues à l'université. Et donc aujourd'hui, oui, il faudrait se rebeller. Mais ça devient de plus en plus délicat parce que là, on va sortir un peu des clous, mais au fur et à mesure que la société dans laquelle nous vivons se durcit et que le rapport de force devient de plus en plus difficile, que la légitimité de l'exercice du pouvoir est de plus en plus contestée, qu'est-ce qui reste pour se faire respecter? Robocop, et dans l'éducation nationale, des inspecteurs qui font la loi. Parce que c'est ce que nous disent les collègues, c'est ce que nous disent les collègues. J'en ai encore parlé avec des collègues d'Arago il y a peu de temps. Aujourd'hui, les membres du corps d'inspection, justement, ne se payent pas de mots, ils font comprendre. Quand ils font des réunions académiques, ils font comprendre aux collègues que c'est ça qu'il faut enseigner. Et pas autre chose. Le petit doigt sur la couture du grand.
Donc à l'époque, il n'y avait pas besoin de se rebeller parce qu'en quelque sorte, l'esprit du temps était critique. Aujourd'hui, il y aurait besoin de se rebeller. Il s'agit purement et simplement de reprendre la main sur nos conditions de travail. Non, juste pour rebondir sur ce que tu dis sur le côté plaisir que tu as eu et qui aurait pu aujourd'hui, mais rappeler que la perspective globale de l'enseignement aujourd'hui a complètement changé. Si par exemple je prends les universités, on nous a imposé, c'est dans le code de l'éducation aujourd'hui, une obligation à l'insertion professionnelle qui n'existait pas auparavant, hein, c'était pas une... Et ça produit un effet assez étonnant à l'université, qui est d'ailleurs valorisé par le ministère parce que l'université de Perpignan l'a généralisé depuis quelques années à toutes les formations, c'est que quand ils rentrent en première année, la première chose qu'on leur demande de faire, c'est un projet professionnel personnalisé. Et je trouve ça absolument merveilleux, donc un PPP, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a un élève, un étudiant qui arrive, et la première question qu'on lui pose, c'est qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas partir? Je vous propose de le faire quand vous aurez des invités, les gens rentrent, et vous leur posez comme question, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez partir de chez moi? Tu vois? Et donc, plutôt que d'aller enseigner sur, en effet, le plaisir, l'envie d'apprendre et autres, on n'a pas besoin de leur mettre dans la tête que la question de l'accès à l'emploi est quelque chose qui est important. Ils le savent. Hein? On n'a pas besoin d'en rajouter. Mais, et c'est ça qui est ici, c'est qu'en réalité, on les formate qu'à ça. Et on les formate surtout, ne réfléchissez pas à autre chose. Hein? Et donc, en effet, la question, c'est comment, collectivement, on arrive à influencer, faire changer les choses. Moi, je peux vous dire qu'au sein de l'université, j'ai beaucoup de mal quand j'interviens pour dire « mais on ne forme pas que pour qu'ils aient un emploi demain », on me dit « oui, mais non, mais non ». Hein? Alors que la réalité, c'est bien sûr que la question de l'emploi se pose, mais elle ne se pose pas nécessairement en direct avec la formation. Du temps où tu intervenais un peu à l'université, on m'avait demandé de faire des statistiques, vous voyez déjà, sur quelles étaient les formations qui étaient les plus professionnalisantes. Et à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, la formation la plus professionnalisante à l'université, celle qui débouchait sur le taux d'emploi le plus élevé, c'était les études d'anglais. Étonnant comment je dis ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des très bons résultats au CAPES.